Transmission, l'essentiel à savoir, donc synthèse. Alors, de quoi se compose la succession? On est bien dans la transmission, donc on va voir que la composition et donc le montant de la succession va dépendre essentiellement du régime matrimonial. Selon que les personnes vivent en union libre, en pax, ou sont mariées, c'est un régime séparatiste ou un régime communautaire. Donc on fera une synthèse de la comparaison entre ces différents régimes pour évaluer les droits du survivant sur la succession. Parce que on va d'abord considérer ce qui va au survivant pour ensuite voir ce qui restera aux autres héritiers, notamment les enfants. Et justement, les enfants, ils ont droit à la réserve héréditaire. Et la quotité disponible ordinaire, c'est la part du patrimoine dont on peut librement disposer en faveur de quiconque durant sa vie. Et on verra comment est calculée la réserve héréditaire. Le conjoint marié, peut bénéficier d'une quotité disponible spéciale du conjoint survivant, qui est plus forte que la quotité disponible ordinaire. Et on va voir que plus je favorise mon conjoint, c'est forcément au détriment des enfants. C'est pour ça que quand le client me dit « je veux transmettre à mes enfants et protéger mon conjoint », je dis « il faut choisir, c'est l'un ou c'est l'autre, c'est pas les deux. Qui préférez-vous » Bon, voilà. Je dis ça sur le ton de la plaisanterie pour rendre un peu les choses un peu plus légères. Comment calculer le montant de la réserve? C'est-à-dire qu'on peut librement disposer de la quantité disponible ordinaire de son vivant, mais en fait, la réserve n'est connue qu'au décès. Donc, on peut avoir une remise en cause des donations qu'on a précédemment réalisées durant sa vie. Avec une réduction des libéralités. Et si la réserve est à respecter impérativement, sauf accord des héritiers réservataires pour renoncer à l'action en réduction, pour atteinte à la réserve, bien, on va voir quel est l'ordre des héritiers. Et on va distinguer en présence ou en l'absence d'un conjoint donc marié. Les ordres des héritiers vont varier. Ensuite, la transmission organisée avec les donations. D'abord, la distinction entre donations notariées et dons manuels. Et après, on verra que on peut pratiquement faire des dons manuels sur les titres d'entreprise, que ce soit des parts sociales ou des actions. Les domaines réservés du notaire, c'est la donation d'immeubles, la donation d'aéronefs, de navires, voilà quoi. Les biens soumis à publicité foncière. Et on terminera par la fiscalité de la transmission à titre gratuit. Donation, succession. Composition, montant de la succession. Donc, voilà. Monsieur, on fait mourir monsieur. Monsieur décède. Et que reçoit, si il y a une compagne, que reçoit madame? Donc la succession se compose des biens propres du défunt et de la moitié, soit des biens communs dans les régimes de contrat de mariage, de communauté, et sinon, pour les régimes séparatistes, séparation de biens, participation aux acquis, bien, il n'y a pas de biens communs, il n'y a que des biens indivis, comme pour le Pax et l'union libre. Et sauf clause contraire, la succession se compose de la moitié des biens indivis ou de la moitié des biens communs, plus les biens propres du défunt. C'est ça la succession. Après prise en compte des récompenses et des créances. Alors, de quoi s'agit-il? Ça devient compliqué. D'ailleurs, c'est souvent un sujet pas très bien traité, parce que c'est compliqué. Les récompenses ou les créances, on parle de récompenses pour tenir compte, en fait, ou des créances,
pour tenir compte des mouvements qu'il y a eu entre les patrimoines propres et les patrimoines communs, on parle de récompense, ou entre les patrimoines propres et les biens indivis. Et là, on parle de créance. Mais le mode de calcul est le même. Je prends un exemple. En droit français, la propriété du sol l'emporte sur celle du dessus. C'est-à-dire que c'est le propriétaire du terrain qui est propriétaire éventuellement aussi des constructions, même si elles ont été construites, édifiées à l'aide de fonds communs. Je prends l'exemple. Madame hérite ou par donation reçoit un terrain. Elle se marie, le couple décide de construire la résidence principale. Eh bien, la résidence principale appartient au propriétaire du terrain, à savoir Madame. Vous voyez que la communauté qui a financé la construction de la résidence principale, elle s'est appauvrie. Et donc, Madame devra une récompense à la communauté. Cette récompense sera due au moment de la liquidation du régime. Le plus souvent, donc, décès, divorce, puis la troisième cause, c'est le changement de régime matrimonial. Ça devient compliqué pour le calcul des créances ou des récompenses. Alors, est-ce que la dépense était utile ou était-elle nécessaire? Vous voyez que parfois, la frontière est assez faible. Hein, parce que dans un cas, il va falloir tenir compte éventuellement de la plus-value prise par le bien, et dans l'autre, non. Uniquement la dépense faite. Et ça amène de plus en plus de contentieux sur le sujet, parce que les personnes sont de plus en plus averties. Et ensuite, donc, on tient compte des comptes de récompense ou de créance, et ensuite, on partage. La succession est partagée et liquidée. Donc voici les récompenses et les créances pour tenir compte des transferts de richesse entre les patrimoines propres ou communs ou indivis. Dès lors que la communauté tire profit ou a tiré profit d'un bien propre, elle en doit récompense à l'époux propriétaire, par exemple. Alors, on a les régimes séparatistes et les régimes communautaires. Régime séparatiste, l'Union libre et les Pax, conclus depuis le janvier 2007. Avant, c'est le régime de l'indivision. Maintenant, le Pax est, sauf décision contraire, c'est un régime séparatiste. Pour le mariage, pour les régimes séparatistes, on a la séparation de biens et la participation aux acquêts, avec une créance de participation au moment de la liquidation du régime. C'est mon régime à titre personnel, avec des ajouts. Les régimes communautaires, on distingue la communauté réduite aux acquêts, qui est le régime légal, par exemple sans contrat. Bon, là, il y a aspiration des biens par la communauté. La communauté de meubles et acquêts, qui était l'ancien régime légal, où tous les meubles tombent dans la communauté, y compris les titres de l'entreprise, et la communauté universelle, moitié-moitié. Souvent, on entend la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au dernier vivant. La clause d'attribution intégrale au dernier vivant est ce qu'on appelle un avantage matrimonial. En principe, on a vu que les biens communs, au moment de la liquidation du régime, sont divisés par deux, sont partagés par deux. Divorce, décès. Sauf exception, et notamment en présence d'avantages matrimonial. Un avantage matrimonial déroge au principe du partage par moitié. On peut attribuer la totalité de la communauté au conjoint survivant. Par exemple, bon, vous voyez bien que plus j'avantage le conjoint, plus je punis les enfants. Hein, ça, c'est clair. Hein.
Donc quand j'entends mariez-vous pour protéger votre conjoint et que le client, l'objectif principal c'était la transmission aux enfants, ben, c'est un très mauvais conseil. Hein. Donc ça m'arrive très souvent de faire annuler les donations entre époux. Hein. Parce que quand le client, notamment le chef d'entreprise, il comprend que son conjoint, qui n'a jamais travaillé dans l'entreprise, va pouvoir être associé, voire usufruitier pour prélever la quasi-totalité du dividende, ben ça ne participe pas à la pérennité de l'entreprise familiale. Elle risque fort d'exploser en vol hein, à son décès. Parce que ça crée tout ça, ça peut créer des conflits. L'argent est destructeur de l'harmonie familiale. Donc dans les régimes séparatistes, priorité aux biens propres, et sont en indivision tous les biens acquis ensemble pour lesquels, et aussi pour lesquels on ne peut pas apporter la preuve de propriété. Alors que dans les régimes communautaires, il y a aspiration par la communauté des biens, et y compris des biens propres. Dans l'indivision, ce n'est pas une communauté. La différence est essentielle. Une indivision, le partage peut être provoqué à tout moment, et je peux, moi, disposer de ma part indivise, sans avoir à recueillir forcément l'accord des autres. Alors qu'une communauté, ben pour en sortir, à part le divorce, ça peut être le décès, quoi. Non, je plaisante. Bon, donc, je ne peux pas céder la moitié de la communauté. Hein, même donner un bien de la communauté, ça nécessite l'accord du conjoint. Droit de survivance sur la succession. Donc on regarde ce qui va au conjoint, au partenaire pacsé, ou à la concubine, j'aime pas beaucoup ce terme-là, pour après apprécier ce qui va aux enfants. Alors, on va comparer le concubinage, le pax et le mariage sur le montant de la succession. Pour les époux mariés, la succession, on a vu, se compose des biens propres du défunt et de la moitié des biens communs, voire plus en présence d'un avantage matrimonial, ou alors de la moitié des biens indivis dans le régime séparatiste, séparation de biens, participation aux acquis. Pour le Pax, le montant de la succession, c'est pareil, mais il n'y a pas de biens communs. Donc, ce sont les biens propres du défunt, plus la moitié des biens indivis. Le Pax peut élargir l'indivision par rapport à un régime séparatiste d'un contrat de mariage, de séparation de biens, de participation aux acquis. C'est une bonne façon aussi pour transmettre, pour déshériter ses enfants, j'achète les biens en indivision, voilà, avec mon partenaire, et on verra que, en fait, ce qui compte, ce n'est pas le financement. Même si je finance à 100%, mais que l'immeuble a été acquis en indivision avec la signature des deux, la propriété, c'est moitié-moitié. Et la jurisprudence est constante pour ajouter, sans égard au financement. C'est le titre de propriété qui compte. Et pour le concubin, c'est la même chose. On verra que la différence, c'est fiscal pratiquement. Bien qu'on peut avoir, on a un contrat de Pax, hein, on peut l'avoir. Voilà. Sans disposition. Et alors, on dit que le mariage offre une meilleure protection au conjoint survivant parce qu'il a droit à ses droits légaux. Et ces droits légaux, dont il peut être privé d'ailleurs. Les personnes l'ignorent, mais quand ils en sont informés, il arrive assez fréquemment, qu'ils prennent l'initiative de se déshériter les uns les autres, parce qu'on va voir qu'il n'y a pas de nécessité de transmettre un capital à son conjoint pour le protéger. Ça, c'est encore une croyance. Et on verra aussi que le démembrement de propriété, 100% en usufruit, lorsque tous les enfants sont issus du même lit, bien l'option 100% en usufruit, qui est proposée dans 98% des cas par les personnes chargées de la liquidation de la succession, c'est une hérésie. Je démontrerai que le démembrement de propriété pose beaucoup plus de problèmes que d'avantages et que le démembrement de propriété, si on considère une génération, et non pas tout de suite, le démembrement de propriété n'est pas source d'économie fiscale, au contraire. Notamment, vous savez bien qui paye l'IFI.
c'est l'usufruitier sur la pleine propriété. Alors qu'on dit, le pacsé, il a droit à rien, et le concubin à rien. Bon, d'accord, mais on peut accorder au partenaire pacsé ou à la personne en concubinage un testament qui accorde la quotité disponible ordinaire. Alors, il n'y a pas les droits légaux, mais les droits légaux, quelquefois, c'est la plaie, quoi. Bon. Et avec disposition, on peut accroître encore les droits de conjoints survivants, donc les époux mariés, par ce qu'on appelle la quotité disponible spéciale, par une donation entre époux. La donation entre époux qui peut prendre 3 formes. La plus connue, la donation au dernier vivant, l'acte chez le notaire, le testament ou par contrat de mariage. C'était mon choix. La quotité disponible spéciale, donc bien souvent, la donation entre époux offre classiquement 3 options. Alors qu'on peut rédiger des donations entre époux sur mesure, mais ça devient compliqué et c'est peu rémunérateur. Je plaisante. Donc, et elles offrent les choix entre les 3 options. Mais pour le chef d'entreprise, ça peut être une catastrophe, ça. Enfin, bon, c'est comme ça. Soit 100% en usufruit, soit la plus forte quotité, c'est 1/4 en pleine propriété, 3/4 en usufruit. Donc, quand je fais ça, une donation entre époux avec que l'époux choisit cette option-là, bien souvent, les enfants ne recueillent que de la nue propriété. Et ils attendent. Ils attendent quoi? Le décès de l'usufruitier. Maman, tu meurs quand? Une belle maman, tu meurs quand? Donc, moyen, je trouve. C'est vraiment... Et pour le partenaire pacsé de concubin, on peut accorder la quotité disponible ordinaire. Mais là aussi, je répète qu'il n'y a pas de nécessité de transmettre un capital pour assurer un niveau de vie suffisant à l'autre. Voilà. J'invite toujours à dissocier l'avoir, oui, donc ça c'est la possession, c'est l'importance du capital, le pouvoir de décider, éventuellement, le droit financier, pour les sociétés commerciales ou sociétés civiles, le droit aux dividendes, voire le droit au boni de liquidation, et la jouissance. Est-ce qu'il est nécessaire que je détienne la résidence principale pour avoir la protection et pour pouvoir l'habiter? Non. Si la résidence principale est détenue par une société civile, même si mon conjoint, concubin, partenaire pacsé n'a pas participé au financement, mais qu'elle détient 1% du capital de la société, et que je fais un prêt à usage, un commodat, sur la résidence principale, bien, ma chérie, quand je serai décédé, pourra vivre dans la résidence principale, pourra même la vendre. Voilà. Sans recueillir l'accord des enfants, des héritiers. C'est bien plus protecteur et j'ai concilié les 2 objectifs, et la transmission aux enfants et la protection du conjoint. Alors que si je transmets un patrimoine à mon conjoint concubin, qui plus est, a peut-être des enfants d'un premier lit, je suis en train de déshériter mes propres enfants. C'est peut-être la volonté, mais non. Sinon, on ne favorise pas la transmission à ses descendants. Vraiment. Les droits du survivant sur la succession avec des descendants, si je suis en union libre ou en pax, sans disposition spécifique, on l'a vu précédemment, bien, le survivant n'a droit à rien, mais je peux, par testament, colonne de droite, lui accorder la quotité disponible ordinaire. Et on verra qu'il n'est connu que les décès. En cas de mariage, on a les droits légaux du conjoint. Et les droits légaux du conjoint varient en fonction que les enfants sont tous issus ou non du même lit. Si oui, le conjoint survivant peut choisir entre 1/4 en pleine propriété de la succession ou la totalité en usufruit. Si il y a un enfant qui est issu d'un autre lit, bien, le conjoint ne peut pas opter
pour la totalité en usufruit, il ne peut recevoir qu'un quart en pleine propriété. Alors attention, parce que ce quart-là, est-ce qu'il y a une nécessité de lui assurer le quart? Ça, c'est une autre question, mais elle est essentielle. Mais ce quart-là peut être égal à 0. Si le défunt avait préalablement fait des donations à ses enfants, voilà, il ne restera plus rien dans le patrimoine éventuellement si ces donations ont été faites sur la quotité disponible ordinaire. Et je peux renforcer les droits du conjoint, renforcer le patrimoine du conjoint survivant et donc déshériter mes enfants grâce à la quotité disponible spéciale et les 3 options qu'on rencontre tout le temps. Je précise qu'une donation entre époux peut être rédigée sur mesure. Et le conjoint survivant, il a des droits encore spécifiques, le droit de jouissance temporaire et gratuite du logement, le droit viager d'habitation et d'usage du mobilier, et l'attribution préférentielle du logement, voire de l'entreprise. Mais pour moi, ça n'assure pas du tout une protection. Donc vous avez des spécialistes en gestion de patrimoine qui sortent le catalogue, je vois bien comment c'est, hein, et donc protéger votre chéri, faut se marier et vous faites une donation entre époux. J'ai eu un échange un peu musclé avec un gestionnaire de patrimoine. Je dis, écoutez, je pense que si les personnes ne sont pas mariées, c'est qu'ils ont une bonne raison. Ils savent que ça existe, je pense. Donc, leur proposer de se marier et de faire une donation entre époux, c'est pas forcément les responsabiliser. Enfin, on est en train de les infantiliser, quoi. Mariez-vous, enfin voilà, quoi. Donc, c'est pas ma démarche, on va dire ça comme ça. Mais on peut vraiment bien renforcer la protection de l'être cher, je sais de quoi je parle, sans forcément se marier, mais par la technique du droit des sociétés, avec les parts ou les actions de préférence. Parce qu'on verra qu'il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de calcul de la réserve héréditaire sur les préférences en droit financier, par exemple, ou en droit de vote. La réserve héréditaire est calculée en valeur. Voilà. Pas pareil. Quotité disponible, réserve héréditaire. Donc, on calcule la quotité disponible ordinaire pour aboutir à la réserve héréditaire. La réserve héréditaire revient aux héritiers réservataires, qui sont les enfants, à défaut les petits-enfants, par représentation. On a vu que la représentation s'applique en cas de prédécès. La personne décède, ses enfants viennent en représentation, ou simplement par renonciation à la succession. Si je renonce à la succession, eh bien la succession passe à mes propres enfants. Voilà. Et on va voir que la quotité disponible ordinaire varie en fonction du nombre d'héritiers réservataires. Et en l'absence d'enfants ou de petits-enfants par le jeu de la représentation, eh bien l'héritier réservataire est dans le 2e ordre, qu'on va voir tout à l'heure, c'est le conjoint survivant qui devient héritier réservataire. Et voici la quotité disponible ordinaire en bleu, qui dépend du nombre d'enfants. Donc j'ai des descendants directs, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants et plus. Un enfant, je rajoute 1. 1 et 1, 2. La moitié. La quotité disponible ordinaire est de la moitié. On va voir de quoi. La moitié, et donc la réserve, la moitié. J'ai 2 enfants, 2 et 1, 3, 1 tiers de quotité disponible ordinaire et 2 tiers de réserve héréditaire. 3 enfants et plus, 3 et 1, 4, 1 quart. 1 quart de quotité disponible ordinaire et de 3 quarts de réserve. Et à défaut de descendants, c'est le conjoint survivant qui devient héritier réservataire. Et s'il n'y a ni descendant ni conjoint survivant, eh bien, tout le patrimoine est disponible, éventuellement, pour en faire ce que j'en veux.
par testament où j'ai pu donner la totalité du patrimoine à des tiers. Donc, on va voir qui sont les héritiers, mais dès lors que les héritiers ne sont pas réservataires, les enfants ou le conjoint, eh bien à ce moment-là, je peux faire ce que je veux de mon patrimoine. C'est pour ça qu'on distingue la transmission non organisée, et là on a les ordres des héritiers, avec conjoint ou sans conjoint, et la transmission organisée, je vais pouvoir, dans le respect de la réserve héréditaire en valeur, anticiper la transmission de mon patrimoine en toute sérénité et écarter éventuellement les héritiers qui ne sont pas réservataires. La quotité disponible spéciale du conjoint survivant, qu'on peut accorder au conjoint marié par une donation entre époux. Et les trois options. Mais là encore, il faut se poser les bonnes questions. Si j'ai une entreprise dans mon patrimoine, on a vu qu'en cas de décès, même si je suis marié en séparation de biens, bien la moitié, éventuellement, il y aura une partie qui fera partie de la succession. Dépend du nombre d'enfants. Donc attention, si je ne veux pas que mon conjoint rentre, par exemple, dans l'entreprise en compétition avec des enfants qui y sont déjà, éventuellement, et qui y bossent, quoi. Voilà. Donc, soit le conjoint peut choisir la quotité disponible ordinaire, qui dépend du nombre d'enfants, on l'a vu précédemment, soit la plus forte des quotités, un quart en pleine propriété, trois quarts en usufruit de la succession, qui, je le rappelle, se compose de la moitié des biens indivis ou communs, plus la succession, les biens propres du défunt. Et vous voyez bien que les enfants ne recevront, si je prends la deuxième option, que du patrimoine en nue propriété. Et pareil, la troisième option, la totalité en usufruit, ça peut mener à des catastrophes. Pourquoi ? Parce que le démembrement va conduire fort probablement à des conflits d'intérêts. L'usufruitier, un fruit, le nu propriétaire, une plus-value et, si possible, à très court terme. Et on va voir maintenant comment on calcule la réserve héréditaire et on va distinguer la réserve avec la réduction des libéralités éventuellement qui porte atteinte à la réserve et la différence avec le rapport des libéralités. Souvent c'est confondu alors que c'est vraiment deux choses totalement différentes. Donc, pour calculer la masse de calcul de la réserve, on fait ce qu'on appelle la réunion fictive de toutes les donations. Donc, on prend bien existant au décès, on enlève les dettes, on obtient l'actif net, on additionne toutes les donations connues en partant de la plus ancienne et en finissant par la plus récente. Pour additionner, pour faire cette réunion fictive, on va regarder s'il s'agit d'une donation partage ou d'une donation simple, de droit commun. Si c'est une donation partage, on va additionner à la valeur au jour de la donation, partage. Si c'est une donation de droit commun, on va prendre la valeur au jour du décès, à moins que celui qui a reçu, le donataire, apporte la preuve que la plus-value entre la date où il a reçu le bien et le décès, eh bien, c'est lui qui en est totalement l'auteur, le responsable. S'il arrive à prouver toute cette plus-value,
on ne va pas l'additionner. Mais s'il ne peut pas le prouver, notamment s'il a reçu un immeuble qui a pris de la valeur, c'est ce qu'on appelle une plus-value fortuite. Il n'y peut rien, et donc on va prendre à la valeur au jour du décès. Et donc ça va faire une différence dans le calcul, parce qu'une donation-partage, si je fige la valeur au moment de la donation, il est probable que la valeur soit moins élevée qu'au moment du décès. Quoique. Et donc, un inconvénient de la donation en partage, qu'on présente toujours comme un avantage, pour moi c'est totalement faux. C'est pas pour ça que j'écarte la donation en partage. Je regarde quel est le souhait de mon client. Et si je prends des donations en partage, je vais réduire la valeur, je vais réduire la masse de calcul de la réserve, je vais donc réduire l'importance de la quotité disponible ordinaire. Et la quotité disponible ordinaire, c'est quoi? C'est la part du patrimoine dont je peux librement disposer en faveur de qui je veux. Ma maîtresse, mon conjoint, mes enfants, les œuvres religieuses, je ne sais pas. Voilà. Donc en fait, en faisant des donations en partage, je réduis ma liberté de disposer de mon patrimoine. Alors, l'avantage de la donation en partage, c'est qu'en réduisant et en figeant les valeurs, je réduis le montant, donc je vais quelque part réduire le risque de réduction pour libéralité excessive. Mais ce n'est pas gagné, hein. Parce qu'une donation partage peut présenter un sentiment d'injustice. Exemple, on fait une donation en partage, je reçois le titre d'une entreprise et mon frère reçoit des terres agricoles dont il n'a rien à faire. Et il les laisse en friche. Et elles ne se valorisent pas. Alors que mon entreprise, mais j'arrive pas à apporter la preuve qu'elle se valorise grâce à moi, parce que c'est difficile quand même. Hein. Et donc vous voyez bien qu'au moment du décès, ces terres vaudront toujours 100, alors que mon entreprise vaudra 10 000. Je ne suis pas sûr que mon frère apprécie ceci comme une égalité. Peut-être qu'il va vouloir se venger parce qu'il considère qu'en fait j'étais le chouchou de mes parents donateurs. Voilà. Et je vais peut-être le payer très cher. Donc, d'ailleurs, très souvent, je pose souvent le client, je veux un partage égalitaire. Tu parles égalitaire comme si on est tous bruns ou tous blonds dans la famille, donc vous voyez bien qu'il y a des différences. Les différences font partie de la vie, mais c'est comme ça, on lui dit, tiens, je veux un partage égalitaire. J'invite simplement à considérer, est-ce que l'égalité, c'est pas plutôt l'équité? J'en reviendrai sur ce sujet-là. Et bien souvent, on me dit, oui, vous avez raison, l'équité, c'est mieux. Voilà. C'est plus juste, l'équité, que l'égalité. Bref. Donc, on fait la réunion fictive, et ensuite, le notaire va imputer les libéralités soit sur la réserve héréditaire, soit sur la quotité disponible ordinaire. Une donation est faite sauf clause contraire sur la réserve héréditaire, c'est une avance sur la succession, mais le donateur a pu décider de l'imputer sur la quotité disponible ordinaire. En faisant ainsi, je favorise l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il recevra de toute façon sa réserve héréditaire. Voilà. Là, j'avantage. Sinon, en faisant une donation, je ne favorise personne, puisque c'est une avance sur la succession. Toc. Et la deuxième punition, c'est pour ça que je dis souvent, tiens, donner, c'est punir. Parce que une deuxième punition que le donataire, celui qui reçoit, peut avoir, c'est que la donation, il devra la rapporter. Alors, en principe, une donation s'impute sur la réserve. Et quand elle s'impute sur la réserve, elle est rapportable à la succession. Je reviendrai sur ce que veut dire le rapport.
Si la donation est faite sur la quantité disponible ordinaire, sauf clause contraire, à ce moment-là, la donation n'est pas rapportable à la succession. S'il s'agit d'une donation partage, on dit que l'avantage, deuxième avantage de la donation partage, c'est qu'elle n'est pas rapportable à la succession. Ben moi, je vais vous dire que c'est un sacré inconvénient, hein, parce que moi, donateur, je préfère décider si ma donation est rapportable ou pas. Avec une donation partage, je ne peux pas choisir. Avec une donation de droit commun, je peux choisir. Et je vais inviter le client, le donateur, sauf s'il décide que non, mais je vais lui dire l'avantage de prévoir une donation rapportable à la succession. Parce qu'on ne sait pas comment les relations peuvent évoluer, et si elles viennent un petit peu à se dégrader avec l'enfant, bien, j'aurai une arme de négociation, c'est la donation rapportable. Voilà. Alors que s'il n'est pas rapportable, je n'aurai plus aucune arme de négociation plus tard. Parce que ce qui intéresse le plus souvent le client, c'est d'assurer la pérennité du patrimoine familial, la pérennité de l'entreprise, voire du patrimoine familial, voire sur plusieurs générations. Et comme l'argent est plutôt destructeur de l'harmonie familiale, bien, je vais lui conseiller d'inviter ses enfants à prendre l'engagement de ne pas s'attaquer les uns les autres au moment de sa succession. C'est ce qu'on appelle la renonciation anticipée à l'action en réduction. Ça, c'est chez moi, je la propose systématiquement, pratiquement. Voilà. Donc, les enfants vont signer un papier. Alors, il y a 2 notaires qui reçoivent chaque enfant, qui disent vous allez renoncer à l'action en réduction, attention, vous connaissez les conséquences. Ils vont tout faire pour éventuellement échapper à la renonciation. Bon, donc je préviens comment ça va se passer, mais si j'ai plus d'armes de négociation avec mes enfants, je peux avoir un enfant qui dit non, moi je ne renonce pas à l'action en réduction, j'attends. Voilà. Ah bon? Alors que si j'avais décidé que mes donations étaient rapportables, comment ça? Tu veux pas signer? Ah, je t'informe que la donation que tu as reçue quand tu avais 3 ans est rapportable à la succession. Et qu'est-ce que c'est? Je dis, va voir ton avocat, voilà, renseigne-toi. Donc, voilà. Donc, 1, bien existant et décès. 2, réunion fictive des libéralités. 3, imputation des libéralités sur la réserve ou sur la quantité disponible ordinaire. Et j'obtiens la masse de calcul de la réserve héréditaire. Voilà. Et c'est là où on a vu que la réserve dépend du nombre d'enfants. 1 enfant, la moitié. 2 enfants, 2 tiers. 3 enfants et plus, 3 quarts. Tout ça, on va le calculer au moment du décès. Et au moment du partage, donc on a le décès puis le partage de la succession, en général 6 mois, eh bien, on va là procéder au calcul du rapport des libéralités, le rapport civil des libéralités. De quoi s'agit-il? Donc, la réunion fictive des libéralités sert à s'assurer que la réserve héréditaire de chaque enfant a été respectée. Le rapport des libéralités consiste à s'assurer que chaque enfant a reçu la même chose. Alors, le plus souvent, le client, il ne sait pas ça. Mais la loi est ainsi faite, c'est qu'elle considère que, sauf convention contraire, sauf décision contraire, chaque enfant doit recevoir la même chose. Donc, imaginez que j'ai reçu 100 à un moment donné pour mon installation professionnelle ou personnelle, et que le bien, au moment du partage de la succession,
soit il n'existe plus, à ce moment-là, on va calculer le bien que j'ai pu racheter avec la plus... Vous voyez les comptes d'apothicaire, quand même. Bon. Et on va regarder la plus-value, éventuellement, prise entre la donation et le partage de la succession. Donc, j'ai reçu 100, le bien vaut 600. Bien, je vais rapporter 600. J'ai mon frère qui va demander, qui a droit à 300, parce que lui, il n'a rien reçu. Donc, il va me dire, Henri, 300 pour moi. Je n'ai pas les 300 liquidités, il va falloir que je vende le bien, éventuellement, pour payer cette indemnité de rapport. Mais on a vu que on peut l'écarter, le rapport. Je rappelle qu'une donation partage n'est pas rapportable. Et s'il s'agit d'une donation simple, de droit commun, chez moi, j'impose le rapport et ensuite je peux le lever. Mais je ne peux pas faire l'inverse. Je ne peux pas lever le rapport puis l'imposer après. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Et après, on regarde le droit des parties et on procède au partage et à la liquidation de la succession. Donc, réduction des libéralités, rapport des libéralités, rapport des donations. Réduction des libéralités, respecter la réserve héréditaire. Si elle est attaquée, eh bien, celui qui a reçu trop et sa réserve et la quotité disponible, en plus, il devra une indemnité de réduction. Et peut-être une indemnité de rapport. En plus. C'est pour ça que je dis donner, c'est punir si on y prend garde. Sauf clause contraire. Donc, voilà. Réduction des libéralités. Et, alors, on dit que les règles qui régissent la réserve héréditaire, réduction des libéralités, sont d'ordre public. On ne peut pas faire autrement. Alors que les règles qui régissent le rapport sont supplétives. On peut écarter le rapport. On peut même aussi décider que la valeur à rapporter n'est pas forcément celle constatée au moment du partage de la succession. Par exemple, on peut dire que le rapport sera dû à hauteur de la valeur qu'il a reçue au moment de la donation, par exemple. Vous voyez, on peut tout faire. Mais vous voyez que je peux créer des inégalités entre les enfants. Je veux favoriser un enfant, je vais lui donner sur sa quotité disponible ordinaire, il recevra en plus sa réserve. À l'autre, je veux lui donner d'abord sur sa réserve. Voilà. Donc, voilà. Et je peux préciser que celui que je veux favoriser, sa donation ne sera pas rapportable, alors que l'autre, oui, rapportable. Si je veux éviter, moi héritier, l'indemnité de rapport, je peux renoncer à la succession. Sauf si le défunt avait imposé le rapport, quand même, 845 du Code civil. C'est vraiment le punir, là. De toute façon, même s'il renonce à la succession et qu'il a reçu sa réserve plus la quotité disponible ordinaire et qu'il a attaqué la réserve de son frère, de ses sœurs, bien il devra de toute façon verser l'indemnité de réduction. Parce que les règles sont d'ordre public. Et une donation partage fige la valeur, le donateur peut décider d'une valeur autre que celle au moment de la donation pour une donation partage. Pour la réunion fictive. Mais en tous les cas, le donateur ne pourra jamais décider qu'une donation en partage est rapportable à la succession. L'ordre des héritiers, sauf disposition contraire, puisque ici on va voir l'ordre des héritiers pour les transmissions non organisées. Il faut distinguer l'ordre des héritiers selon qu'il y a un conjoint ou pas de conjoint, et on va commencer sans conjoint.
Les héritiers sont classés par ordre. Il suffit, jusqu'au 6e degré, il suffit qu'il y ait une présence dans le premier ordre pour éliminer tous les ordres en dessous. Et l'ordre des degrés, il ne bouge jamais. Il y a simplement sans conjoint ou avec conjoint. Et au sein d'un ordre, on va appliquer la règle des degrés. Le principe est que le degré le plus proche élimine le degré le plus éloigné. Exemple d'un degré, mon enfant est au premier degré. Mon petit enfant est du 2e degré. Donc, si j'ai un enfant et un petit enfant, c'est l'enfant, le premier degré, qui hérite. Il élimine le degré le plus éloigné du 2e degré. Avec une exception à la règle de degré, qui est la représentation. On va voir que la représentation s'applique en ligne descendante directe. Si jamais mon enfant est décédé ou renonce à la succession passe à ses propres enfants, par représentation. Et on a également la représentation qui s'applique pour un deuxième cas, et uniquement un deuxième cas, c'est en faveur des neveux et nièces. Les neveux et nièces viennent en représentation de la tante ou de l'oncle du défunt, en cas de prédécès ou renonciation. Et voici l'ordre des degrés, sans conjoint. 1. Les enfants. Ou, par représentation, les petits-enfants. Et les enfants sont les héritiers réservataires. En l'absence d'enfants ou de petits-enfants, eh bien à ce moment-là, on a le deuxième ordre. Et sans conjoint, on a la compétition entre les ascendants privilégiés du défunt, père, mère du défunt, et les collatéraux privilégiés, les frères et sœurs du défunt, avec éventuellement l'application de la représentation en faveur des neveux et nièces. Si j'ai un oncle qui renonce à succession ou qui est prédécédé, la succession passe, en l'absence d'enfants bien sûr, passe aux neveux et nièces. En l'absence de descendants, en l'absence de parents, en l'absence de frères et sœurs, on a le troisième ordre. Alors, je reviens sur le deuxième ordre. Quand il y a des compétitions entre parents du défunt et autres héritiers, ici les frères et sœurs, on applique ce que j'appelle la règle du quart. Un quart par parent du défunt. S'il n'y a qu'un seul parent, il prend un quart et le solde va aux collatéraux privilégiés. S'il y a deux parents, les parents prennent la moitié et la moitié aux collatéraux privilégiés. Le troisième ordre, les ascendants ordinaires et ensuite les collatéraux ordinaires jusqu'au 6e degré. Alors, pour calculer les degrés, je pars du défunt puis je tire un trait du sang. 1, 2, s'il y a des grands-parents, 3, 4, 5, 6, 6e degré. Et bien après, c'est l'état. Et en présence d'un conjoint, l'ordre varie. Et on va avoir les trois ordres, et on va toujours voir le conjoint. Et le premier ordre, avec conjoint, les descendants et le conjoint. Et la répartition entre le conjoint et les descendants varie en fonction des droits légaux du conjoint ou en présence d'une donation entre époux.
On a vu que les droits légaux du conjoint, c'est si les enfants sont tous issus du même lit, un quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit, et donc le solde aux enfants. Si le conjoint opte pour la totalité en usufruit, les enfants ne reçoivent que la nue propriété. Maman, tu meurs quand? Et si les enfants ne sont pas tous issus du même lit, le conjoint peut prendre un quart en pleine propriété s'il reste quelque chose dans le patrimoine, sur la quotité disponible si elle n'a pas été donnée préalablement à des tiers, même à des œuvres. Et le solde aux descendants. S'il n'y a pas de descendants, on passe au deuxième ordre. Et à ce moment-là, on a compétition entre le conjoint survivant et les ascendants privilégiés. On a vu précédemment que sans conjoint, dans le deuxième ordre, il y avait compétition entre les parents du défunt et les frères et sœurs. Mais ici, la compétition a lieu entre le conjoint et les parents, dehors les frères et sœurs. Mais on applique la règle du quart. Un quart par parent du défunt. Un parent, un quart, trois quarts. Voilà. Et ici, en l'absence de descendants, le conjoint est héritier réservataire pour un quart en pleine propriété. S'il n'y a pas d'ascendant, il n'y a que le conjoint, il a vocation à tout prendre. Sauf exception, et notamment le droit de retour légal des frères et sœurs. On verra ça plus tard. Et je peux échapper à toutes ces règles-là, sauf en ce qui concerne la réserve héréditaire, pour organiser de mon vivant la transmission, essentiellement par des donations. Alors, notaire ou pas notaire? Bon, alors, il y a l'obligation du notaire pour toutes les transmissions de biens soumis à publicité foncière. Immeubles, navires, avions, aéronefs. Sinon, on peut se passer du notaire pour recourir au don manuel pour tous les autres biens. Et quand vous entendez « non, c'est pas possible », il n'y a que les notaires qui s'y opposent. Et on verra, vous avez des dossiers, sur, notamment des vidéos sur le sujet. Voilà, c'est inexact. Et on verra les avantages du don manuel, hormis les frais, mais on verra que parfois, les avantages du don manuel sont déterminants. Et notamment en termes de stratégie fiscale. Alors, je n'aime pas dire stratégie fiscale, mais bon, il vaut mieux parfois payer un seul impôt que d'en payer deux. Ben, le don manuel va me permettre éventuellement de ne payer qu'un seul impôt. Et avec un don manuel, il est possible de préciser dans un pacte adjoint les conditions dans lesquelles la donation a été réalisée. Alors, ce qui est interdit, ce qui est impossible, ce qui est nul, c'est le don manuel qui est écrit. Il ne faut jamais écrire le don manuel. Jamais. Sinon, il est nul de plein droit. Ça, c'est sûr. 931 du Code civil. Mais, voilà, je donne, c'est l'intention libérale. Voilà, mon intention libérale quand il s'agit notamment de parts sociales. C'est l'inscription en compte quand il s'agit d'actions, compte de l'actionnaire, le registre des actionnaires. Et après, je rédige le pacte adjoint au don manuel et je vais avoir les mêmes clauses possibles qu'une donation notariée. Donation partage, donation résiduelle, donation graduelle, voilà, toutes les donations possibles, que la donation soit notariée ou non. Droit de retour conventionnel, celui-là, ce qu'on voit toujours, moi je l'écarte, le plus souvent. J'ai d'autres stratégies plus intéressantes.
et les donations à terme. Et la fiscalité. Fiscalité de la transmission à titre gratuit. Alors, les droits de donation ou de succession sont calculés sur la part, pour les donations, de chaque donataire. Après, éventuellement, prise en compte d'une donation de la nue propriété, méfiance. Je ferai la démonstration qu'une donation de la nue propriété peut s'avérer beaucoup plus chère qu'une donation de la pleine propriété. Je n'écarte pas la donation de la nue propriété, mais je m'en méfie, notamment en termes de pouvoir et en termes d'incertitude sur le montant du revenu. Bref. Je vais calculer la base taxable sur la nue propriété si je recours au démembrement de propriété selon l'article 669 du Code général des impôts. Exemple, j'ai 55 ans, eh bien la base taxable de la nue propriété sera égale à 50% de la valeur de la pleine propriété. Donc apparemment, c'est fiscalement intéressant. Mais je fais la démonstration dans une de mes vidéos que, en considérant le coût, même jusqu'à mon décès, jusqu'au décès du donateur, puisque si je suis usufruitier, je prends le fruit, et si je ne consomme pas, le fruit vient grandir le patrimoine de l'usufruitier, qui sera taxé au droit de mutation au moment de mon décès, non? Donc, si j'ai une rentabilité supérieure à 3%, je fais une économie de la donation de la nue propriété au moment de la donation, mais plus tard, mes enfants paieront des droits de succession plus élevés que si j'avais donné la pleine propriété. Bref. S'il s'agit d'une entreprise, eh bien, je vais pouvoir, si les conditions sont remplies, pratiquer un abattement de 75% de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Ça veut dire que si j'arrive à une base taxable de 100, bien les droits pour une entreprise vont être calculés sur 25% de sa valeur. En contrepartie du dispositif du trail, j'ai un engagement de conservation des titres de 6 ans. Et je peux aussi avoir, on va le voir, une réduction des droits de 50%. J'obtiens ma base taxable, je pratique un abattement qui est de 100 000 € par enfant donataire tous les 15 ans. Reconstitution de l'abattement tous les 15 ans. J'ai ensuite un tarif qui va de 5 à 45% au-delà d'1,8 million. Sur l'entreprise, si j'ai fait une donation en pleine propriété avant 70 ans, il y a une réduction des droits de 50%. D'ailleurs, quand je donne une entreprise, rien pour que le calcul des droits de mutation à titre gratuit, il est parfois moins cher de donner la pleine propriété grâce à la réduction de 50% que de donner la nue propriété. Donc, il faut être fou pour donner la nue propriété. Mais les habitudes, pour garder les pouvoirs, vous allez conserver l'usufruit. Tout ça, c'est de la daube. Enfin, bon, bref. Et après, j'applique le rappel fiscal des donations tous les 15 ans. Je transmets la nue propriété. Voici le barème du 669 du Code général des impôts qui dépend de l'âge de l'usufruitier. Et voici les tarifs, les abattements, 100 000 €. Le conjoint survivant est exonéré de droits de succession, mais pas des droits de donation. Et après, je vais appliquer le tarif de 5 à 45%, au-delà d'1,8 million.